AFG. Ensemble, transformons l'énergie. Monsieur le Président de l'AFG, cher Jean-Marc Leroy, Monsieur le Président du MEDEF, cher Geoffroy de Roux-Bézieux, Mesdames et Messieurs, chers amis, en écoutant cette table ronde, je voulais partager deux convictions en introduction. La première, c'est que cette crise rebat les cartes et que comme elle rebat fondamentalement les cartes, on a besoin d'une boussole relativement claire pour savoir quels sont finalement nos grands objectifs en matière de système énergétique. Je pense que ces objectifs ont été cités dans la table ronde, mais je voudrais les reprendre. Le premier, c'est la souveraineté. On voit bien à quel point cet objectif est nécessaire et important dans la période. Le deuxième, c'est la protection du consommateur et la compétitivité. Protection des individus, protection de ceux qui sont en précarité, compétitivité de nos entreprises. Et le troisième, bien sûr, c'est la transition écologique et la décarbonation. Et je crois que dans notre manière de porter les transformations du système, et bien sûr la manière que la CRE aura d'accompagner et de réguler ces transformations, il faut qu'on garde à l'esprit ces trois objectifs. Et puis peut-être deux convictions complémentaires, en toute humilité, parce que ce qui est intéressant dans cette crise, c'est que tout se renverse. C'est-à-dire, ce qui fonctionnait dans un sens fonctionne dans l'autre. Je vais vous donner deux exemples très différents. Les interconnexions gazières entre la France et l'Allemagne, elles sont en train de fonctionner dans le sens différent du sens habituel, Allemagne vers France ou France vers Allemagne. Et les subventions aux énergies renouvelables, elles sont en train de fonctionner dans le sens inverse au sens habituel. Le budget de l'État les subventionnait massivement et cette année, ce sera une recette pour le bouclier tarifaire. Donc je pense qu'il faut être très humble dans la période. Mais quand même, deux convictions. La première, c'est que marché et régulation font bon ménage. Et qu'en France, on a un certain nombre d'outils de régulation, j'y reviendrai, qui s'avèrent extrêmement utiles dans la période et en particulier dans le système gazier. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, on a besoin de complémentarité. Complémentarité des modes de production en électricité, complémentarité de l'électricité et du gaz, complémentarité dans les différents types de production du gaz, et que cette complémentarité, si on est bien dans la décarbonation, elle est indispensable dans les années qui viennent jusqu'à arriver à 2050. Si je reviens à nos outils de régulation, ils ont été abondamment cités dans cette table ronde, je vais y revenir rapidement. D'abord, le stockage. Je partage avec la directrice générale de Storengy l'intérêt que nous avons tous sur le stockage aujourd'hui. On en parlait quand on s'est vu il n'y a pas longtemps. Le taux de remplissage du stockage fait l'objet d'une dépêche AFP à chaque fois qu'on passe une décimale. Donc effectivement, je suis ravie de savoir qu'on est à 98%. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons défendu ce modèle de régulation des stockages qui n'a pas toujours été populaire en Europe. Et je crois que c'est un point important. Il faut qu'on ait le courage de défendre des convictions qui sont parfois des convictions françaises et d'arriver à les partager à l'échelle communautaire. Et donc aujourd'hui, la CRE défend ce modèle basé sur l'attractivité des stockages plutôt que sur la contrainte, avec un modèle d'enchère plutôt que de régulation, et un modèle qui est encore commercialement attractif aujourd'hui et dans le futur. Et je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure pour dire que si on est rassuré pour cet hiver, 22-23, on a besoin de la mobilisation des fournisseurs pour le modèle 23-24 dans quelques semaines. Les premières ventes de capacité pour l'hiver 23-24 auront lieu. Et donc, je compte sur tous les acteurs pour être au rendez-vous. Ce qui est vrai pour le stockage est aussi vrai pour nos terminaux méthaniers. Là aussi, on est heureux d'avoir des terminaux méthaniers qui fonctionnent à plein, qui importent une partie significative de notre consommation et de la consommation européenne et qui permettent de remplir ces stockages. Nos 4 terminaux méthaniers sont efficaces. Et d'ailleurs, de nouvelles capacités ont été dégagées et vendues. Et pour l'hiver prochain, comme vous le savez, l'installation temporaire d'un terminal méthanier flottant viendra augmenter nos capacités d'importation en gaz. Et c'est important de pouvoir être réactif et d'utiliser les outils qui sont à notre disposition. Et puis le dernier choix que je voudrais citer, c'est le renforcement de nos interconnexions, d'abord avec l'Espagne, puis avec l'Allemagne. Et nous avons tout un travail en cours avec les GRT pour élever nos capacités d'export vers l'Allemagne, pour soutenir l'Allemagne en exportant du GNL dès probablement mi-octobre prochain. En tout cas, ce sera techniquement possible. Et vraiment dans une logique de solidarité inter-énergie. Et ça aussi, je pense que c'est intéressant. Le marché européen, qui est extrêmement décrié aujourd'hui, il a quand même un mérite qui est qu'il permet des transferts de volume et de la fixation de prix. Et sans marché européen de gros, en gaz ou en électricité, on aurait un vrai risque de ne plus avoir accès à ces sources d'énergie qui, certes, évidemment, sont extrêmement chères aujourd'hui, mais qui sont là.
Et la solidarité européenne, elle est indispensable. Donc quand on s'organise pour pouvoir permettre aux Allemands d'importer du gaz à partir de la France, gaz lui-même qui arrive par les terminaux méthaniers, on crée aussi les éléments de la solidarité qui nous permettront d'importer de l'électricité quand nous en aurons besoin, en provenance d'Allemagne et d'ailleurs en provenance d'autres pays européens. Je crois que cette solidarité, elle fait partie des grands éléments fondateurs du marché européen, des éléments fondateurs qu'il faudra maintenir. Enfin, mais ça a été, je pense, largement évoqué, nous arriverons à faire face au déséquilibre potentiel offre-demande cet hiver à travers les actions de sobriété, à la fois sobriété générale de moindre consommation et lissage de la pointe. Ça a été beaucoup évoqué, donc je n'y reviendrai pas. Je pense simplement qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans. Je vais commencer par la CRE. Nous, notre rôle est de rendre les signaux tarifaires cohérents avec cet objectif. D'où le travail que nous lançons sur les TRV en électricité, puisque nous avons l'intention d'essayer de faire évoluer le modèle pour que l'appel à la sobriété de nos concitoyens se retrouve dans un modèle tarifaire qui soit cohérent et équilibré. Après, c'est le rôle d'exemplarité de chacun, bien sûr des pouvoirs publics, de l'État, mais aussi des collectivités. C'est le rôle des fournisseurs, et beaucoup de fournisseurs sont en train de travailler à des offres commerciales, je crois que c'était abordé plus tôt dans la journée, qui permettront de rendre cette sobriété particulièrement intéressante à partir du modèle tarifaire. Sobriété et lissage seront absolument indispensables pour cet hiver. À moyen terme, c'est la question de la complémentarité des énergies. Et je voudrais vous dire ici que je pense que le gaz naturel sera nécessaire pour en finir avec les énergies les plus polluantes. La France s'est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050. Ça passera par une baisse des consommations de gaz fossiles. On en est tous d'accord. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que je suis convaincue que dans cette transition énergétique et écologique, le gaz peut ne pas être un simple spectateur. D'abord parce qu'il émet moins de CO2 que le fioul et que le charbon pour certains usages. Et ensuite parce qu'il est lié, au travers des infrastructures, à l'évolution tout entière du système énergétique. Et enfin, parce que le gaz continuera à jouer un rôle majeur dans des secteurs qui ne pourront pas être électrifiés et pour répondre à la demande de la pointe. À ce titre, la CRE continuera à encourager nombre d'initiatives de gestionnaires de réseaux de transport et de distribution en leur donnant les moyens d'investir. Et c'est l'un des grands rôles majeurs de la CRE que de trouver le modèle économique des réseaux de transport et de distribution pour financer les investissements nécessaires, tout en étant au plus juste de l'efficience et de l'efficacité pour les tarifs, pour les consommateurs. J'ai la conviction que le verdissement du gaz constitue une opportunité et même en réalité un enjeu de survie pour les réseaux et pour le système gazier de manière générale. Le verdissement du gaz, je pense que c'est important de le redire, entraîne, au-delà de la décarbonation elle-même, de nombreuses externalités positives. La méthanisation remplit plusieurs objectifs de politique publique, la production d'énergie renouvelable, mais aussi la diversification des revenus des agriculteurs, la gestion des déchets agricoles, la création d'emplois en zone rurale, la réduction de l'empreinte carbone des usages historiques du gaz, voire des transports. La CRE soutient cette dynamique, tout en restant attentive à l'évolution de la dépense publique, bien sûr, dans le cadre des objectifs fixés par la PPE. Fin 2021, 365 installations de méthanisation étaient en service et injectées sur les réseaux gaziers avec une capacité de production de 6 TWh, 6,5, soit environ 1% de la consommation annuelle de gaz. Le contexte actuel nous incite à accélérer cette montée en puissance de la production de biométhane. Et je pense qu'aujourd'hui, le cadre du droit à l'injection mis en place en lien avec le ministère et les gestionnaires de réseau peut nous permettre de répondre à cet enjeu. Il a déjà montré sa robustesse, il a permis d'accompagner les porteurs de projets et les gestionnaires de réseau pour s'adapter à une part croissante de production décentralisée à partir d'un système initialement quasi totalement importateur. Depuis le printemps 2020, la CRE a validé 307 zonages. À moyen terme, sur les zonages validés, 1400 projets pourraient se concrétiser, représentant près de 35 TWh à horizon 2030. 2 ans et demi après la loi Egalim, les producteurs de biométhane ont une meilleure visibilité sur les conditions de raccordement et la CRE a déjà validé près de 250 millions d'investissements de renforcement en distribution et en transport, soit 45% des investissements prévus dans les zonages. Les réseaux sont donc prêts, ils ne constitueront pas un facteur limitant dans les prochaines années. Tout en s'appuyant sur les fondements de ce cadre, qui a démontré sa pertinence, il nous faut maintenant l'adapter pour permettre d'accueillir des gaz renouvelables issus d'autres techniques de production, la pyrogazéification ou la méthanation.
La CRE est mobilisée sur cette adaptation et a accordé des dérogations à 17 projets dans le cadre de son bac à sable réglementaire pour accompagner le développement de ce type de production en attendant la mise en place d'un cadre pérenne. Bien entendu, la question de l'acceptabilité se pose à toutes les énergies renouvelables, y compris à la méthanisation. C'est toujours plus compliqué quand on voit arriver un méthaniseur près de chez soi, en particulier quand la taille de l'installation est un peu significative. C'est là encore le rôle de tous les acteurs, les développeurs, les producteurs, les élus, de dialoguer, d'informer pour rassurer, pour dissiper les réticences. Ce dialogue est important pour limiter les freins au déploiement des projets. Sur un échantillon de 246 projets dans la file d'attente, 30% sont en contentieux, soit de l'autorisation ICPE, soit du permis de construire, soit les deux. C'est donc un enjeu extrêmement important pour la filière et pour nous tous. Enfin, je sais que pour redynamiser la filière, de nouveaux dispositifs de valorisation du biométhane sont attendus prochainement. Des appels d'offres pour les installations de grande taille qui ne bénéficiaient pas d'un soutien public jusque-là. Et la mise en place des certificats de biométhane, qui est un des acquis de la loi climat et résilience. Et la CRE accompagnera la mise en œuvre de ces deux dispositifs. Je voudrais, dans les minutes qui me restent, aborder la question du futur à plus long terme du système gazier. Futur vert, bien sûr, avec un certain nombre d'incertitudes qui rendent le cadre encore un peu difficile à lire. D'un côté, le gaz est et restera essentiel à la sécurité énergétique de l'Europe pendant encore de nombreuses années, et les investissements, dont certains sont récents, ont une durée de vie d'un demi-siècle. De l'autre, ce même demi-siècle verra la consommation de gaz diminuer pour atteindre la cible de la stratégie nationale bas carbone. La CRE mène actuellement une étude sur le futur des infrastructures gazières et sur leur fonctionnement dans différents scénarios de neutralité carbone. Cette étude sera utile. Elle permettra d'éclairer à moyen terme, à 2030, et à long terme, à 2050, les configurations de réseaux et d'infrastructures nécessaires dans les différents scénarios d'écart offre-demande, les coûts d'infrastructures associés et les stratégies de développement. La CRE s'appuiera sur les conclusions de cette étude pour construire un cadre tarifaire pertinent pour la future génération tarifaire, dont le gros des travaux aura lieu en 2023. Bien sûr, l'hydrogène décarboné aura sa place dans cette réflexion. Pour la CRE, sur ce sujet, le principal enjeu est qu'on concentre dans un premier temps la décarbonation de l'hydrogène pour l'industrie. Celui-ci peut être atteint avec de l'électricité nucléaire comme avec de l'électricité renouvelable. La deuxième utilisation qui me paraît la plus mature est celle qui concerne les mobilités. En complément de l'électrification du parc automobile, les caractéristiques de l'hydrogène pourraient s'avérer précieuses dans certains types de transports qu'on connaît dès aujourd'hui, les bus et le ferroviaire. Et puis la troisième utilisation, bien sûr, est la question du stockage de l'électricité. Ce sujet est sur la table de l'Union européenne aujourd'hui, notamment avec le paquet gaz. La position de la CRE, celle que nous défendons à Bruxelles et auprès du régulateur européen, est de travailler le développement de la filière d'hydrogène renouvelable et bas carbone dans différentes possibilités, sans forcément chercher à reproduire tout de suite intégralement le modèle du marché du gaz avec ses infrastructures telles qu'elles existent, parce que c'est un modèle qui s'applique à un secteur différent et mature. Le développement des infrastructures doit en effet répondre à des besoins avérés. Et de la même manière, la conversion de certaines infrastructures utilisées actuellement pour le gaz naturel, si elle constitue un relais de croissance pour les opérateurs et si elle peut permettre d'éviter certains coûts échoués, ne doit pas se faire au détriment du fonctionnement du système gazier et surtout doit répondre à des besoins clairement établis. Ce sujet est encore ouvert, il est encore mouvant. Nous sommes encore au moment où nous pouvons faire peser la voix de la France. Et je crois que ce qui est important, c'est de ne pas fermer de porte, de ne pas rentrer trop vite dans un système régulé de façon extrêmement précise qui plaque sur l'hydrogène le modèle du gaz classique, parce que l'hydrogène fonctionnera peut-être différemment et il faut nous laisser la possibilité de trouver la flexibilité nécessaire. Ainsi, au-delà des enjeux sur la sécurité d'approvisionnement à court terme, le système gazier, les opérateurs gaziers, nous tous, sommes confrontés à des défis de moyen et long terme auxquels il faut réfléchir maintenant. Antoine de Saint-Exupéry disait que pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Le chemin sera étroit, vous pouvez compter sur la CRE pour être présente à vos côtés, pour vous accompagner de façon exigeante, certes, avec ces trois objectifs de souveraineté, de protection des consommateurs et de transition écologique, au bénéfice de tous. Je vous remercie. AFG. Ensemble, transformons l'énergie.